Dans l'épisode précédent, la faune devait s'adapter aux dangers que représentent les routes forestières au pays du loup. Un triste incident découlant de cette situation aura des répercussions inattendues sur notre relation avec un des membres de la meute des Manitou. Au pays du loup, mes parents et moi ne comptons plus les étangs de castors, tellement ces rongeurs sont nombreux. Parfois, il y a plus d'une hutte habitée par étang. Une randonnée en canot permet de mesurer l'omniprésence de ces ingénieurs partout sur le territoire. La plupart d'entre eux vivent loin des hommes. Malheureusement, certains castors s'installent près de routes empruntées par les compagnies forestières. Et comme ils ne sont pas très agiles sur la terre ferme, nous sommes conscients qu'ils risquent d'être heurtés par des véhicules. Monique, Rénal et moi faisons toujours très attention, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est difficile pour nous d'évaluer le nombre exact de victimes, parce que le corps d'un animal accidenté ne reste pas longtemps sur la route. On roulait vers un de nos postes d'observation, à l'aube, quand nous sommes tombés sur un gros castor qui venait d'être frappé mortellement, probablement par un camion transportant du bois. Alors que faire? Nous avions pour règle de ne jamais intervenir, mais d'un autre côté, on savait que ce castor attirerait les corbeaux, un ours ou un loup qui risquaient d'être frappés à leur tour. Pour des raisons évidentes de sécurité, on s'est dit qu'il valait mieux l'emmener dans un endroit tranquille. Mon père et moi avons donc mis le castor dans la camionnette et je peux vous dire qu'il était pesant. Puis, une fois arrivés à notre destination, nous l'avons placé au milieu d'une clairière. Nous avions une chance sur deux de voir un des Manitou passer par là durant nos heures de guet. La découverte du castor plonge Jimmy dans l'embarras. Il aimerait le dévorer à belles dents. Toutefois, la loi des loups l'en empêche, vu que son partenaire de randonnée sera là d'une minute à l'autre. Il l'attend avec un mélange de fébrilité et d'appréhension. Même s'il a trouvé la carcasse, Jimmy reconnaît à son coéquipier de rang supérieur le droit d'en disposer. Comment parvient-il à résister à la tentation? Une vraie torture pour un loup toujours affamé.
Jimmy vient d'apercevoir son compagnon d'aventure, Como. Jimmy tente d'attirer l'attention de Como sur la carcasse, mais ce dernier flaire nos traces et s'inquiète du fait que mon père et moi ayons marché dans la clairière. Tout cela lui paraît louche. Jimmy ne sait plus quelle pitrerie inventer pour intéresser Como à sa trouvaille. Como décide enfin de s'approcher. Jimmy lui cède aussitôt sa place. Como sent notre odeur sur le castor, mais il interprète notre passivité comme une permission. Ça prend de la force pour soulever et traîner un tel poids. Jimmy aimerait bien savoir s'il aura droit à une part du butin. Il n'insiste pas. Même les corbeaux pourront grappiller les restes. Il suffit d'endurer les moustiques et de patienter. Au bout d'une demi-heure, Como semble rassasié. Pour Jimmy, le moment est venu de quémander sa part. Bon prince, le grand lui permet d'aller se servir. La suite est plutôt renversante. De retour à l'endroit où nous avions déposé le castor, Como nous exprime sa joie.
Je sens que sa perception de nous ne sera plus jamais la même. Pendant que Jimmy festoie, Como établit les règles de notre nouvelle relation. Nous n'avions jamais vu un loup adulte manifester aussi ouvertement ses émotions. C'est comme si Como venait de comprendre que nous étions dignes de confiance, mais rien ne l'obligeait à nous en témoigner. Dans sa tête de loup, nous lui avions permis de prendre une proie qui nous appartenait. Et d'une certaine manière, cette autorisation équivalait à reconnaître son importance. Je ne crois pas qu'il se pensait supérieur à nous, ni qu'il s'attendait à ce que cette situation inusitée se reproduise. En réalité, Como faisait preuve d'une sensibilité et d'une profondeur que Jimmy n'avait pas. Attention, je ne parle pas d'intelligence, car ces deux loups étaient des génies par rapport à plusieurs chiens que j'ai connus. Non, je parle d'un charisme qui faisait de Como ou de Babalou des loups exceptionnels. Pour en revenir à notre histoire, Como a quitté le secteur de la Pinède pour quelques jours. Il avait donc laissé à Jimmy tout ce qui restait du castor. Et la façon dont celui-ci a géré son trésor nous a donné la chance d'observer des comportements vraiment intéressants. Jimmy enterre des parties du castor ici et là. Alto respectera les caches de son ami. Les restes en lieu sûr, le ventre plein, le loup aspire à un repos bien mérité. Le hasard le conduit près du nid des moucherolles Québec. Il y a du nouveau. La femelle n'avale pas la béquille donnée par son compagnon. Elle la garde pour ses oisillons, fraîchement éclos. Ils sont si petits et démunis que maman moucherolle doit leur distribuer elle-même la nourriture livrée par le père. Un travail d'équipe qui ne semble pas émouvoir le loup. Le nid se trouve dans un érable à épis. Quand Super Maman aperçoit une limace, elle la capture et l'emporte au loin. Nous nous demandions pourquoi une plume de gélinotte avait été ajoutée sur le bord du nid. Voilà la réponse. Très pratique, cet essuie-bec. Non loin de la clairière, un renard roux convoite les restes du repas des loups. Jimmy ne permettra pas à qui que ce soit de lui voler un morceau. Le loup est intelligent et rusé, mais le goupil l'est tout autant.
En suivant les traces du petit canidé, Jimmy constate qu'une de ses caches a été pillée. S'il met la patte sur le voleur, ça va barder. Changement de stratégie pour le loup. Il retire le contenu d'une autre cache qui pourrait être la tête du castor. Son but? Laisser des trous vides pour décourager le renard et transporter les restes dans une autre cachette. On trouvait parfois des crânes de castor dans la forêt, là où un loup avait mangé sa proie. Un été, j'en ai même découvert un non loin du camp de base. C'était peut-être celui d'un membre de la famille Rondouillet, mais même si nous étions très attachés à nos voisins castors, nous ne posions aucun jugement sur les lois de la nature qui liaient leur destin à celui des Manitous. L'alliance positive du prédateur et de sa proie a toujours été évidente pour nous. Au moins, les Rondouillets vivaient loin de la route. Au pays du loup, la floraison des iris sauvages marque le passage du printemps à l'été. Les berges de la baie des Rondouillets se transforment alors en jardin. Les castors sont probablement trop pragmatiques pour apprécier toute la beauté qui les entoure. En ce qui me concerne, passer un moment ici vaut amplement l'inconfort de quelques piqûres de moustiques. Ce matin, les Rondouillets concentrent leurs activités autour d'un peuplier faux-tremble dont ils traînent les branches en lieu sûr. La table est mise pour un banquet familial. Je reconnais le patriarche en arrière, Junior et d'autres subadultes en avant. C'est l'occasion pour moi d'observer le mécanisme des petites bouches, friandes de feuilles de tremble. Le patriarche n'oublie pas sa compagne et les bébés castors, restés dans la hutte. Le pays du loup et ses habitants
n'ont pas fini de nous émouvoir. Dans le prochain épisode, nous retrouverons la gélinotupée et ses poussins, ainsi que d'autres personnages attachants. Jimmy et Como vivront de nouvelles aventures dans un décor de rêve. Un rendez-vous à ne pas manquer. In the game, my gun, we hi, 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 hi,